Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Un making of du rendu que vous avez sous les yeux, un décor un petit peu ambiance canadienne. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en direct live sur Twitch, n'hésitez pas, si vous voulez jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Je fais des lives 3D à peu près 2 fois par semaine, le reste du temps on fait soit du gaming, soit autre chose, on parle de plein de choses. Donc c'est assez cool, ça permet d'avoir vraiment une proximité en direct qu'on n'a pas forcément quand on fait des vidéos YouTube, parce que des fois il y a des problèmes dans les commentaires, il y a de la latence, on n'a pas la réponse en tac au tac. Il y a une proximité qui est quand même un petit peu plus intéressante en termes d'échange, je trouve, sur Twitch pour les lives. Donc ceci étant dit, aujourd'hui on va voir quoi? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les étapes principales pour la réalisation de ce rendu. Alors sachant que, si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai fait une colorimétrie qui est totalement différente. Voilà, donc au début j'étais parti sur quelque chose de très vert, ensuite je suis parti beaucoup trop loin, j'ai fait un truc qui n'a plus rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir ceci pas à pas. Je vais mettre l'accent sur certaines stratégies, certains choix techniques que j'ai fait en vous avançant pourquoi j'ai fait ces choix-là, pour des questions d'optimisation, pour des questions de simplicité, pour plein de petits trucs. Alors, comme d'habitude, c'est améliorable, ça a été fait, je crois, en 4 heures. Il y a plein de choses qui peuvent être améliorées en termes de rendu, de lighting, de matériaux, de composition globale de l'image. Voilà. Donc, comment j'ai fait cette scène 3D? En gros, elle ressemble uniquement à ceci. Alors là, vous dites, pas grand-chose. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont masquées. Qu'est-ce qui est masqué principalement? C'est tout ce qui est scattering. Un scattering, c'est quoi? C'est une projection, une distribution sur une surface, en l'occurrence, ce plan que j'ai ici, que j'ai un petit peu modifié, avec des éléments. Donc, c'est ce qui est possible de faire avec Bagapie, avec des plugins de scattering. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé directement le système natif de Blender. Donc, aucun plugin n'est utilisé pour la scatterisation, si ce n'est pour les assets. Donc, si je vais ici, dans les modifiers, vous voyez que j'ai X systèmes de particules. Chacun de ces systèmes de particules, je peux retrouver les informations juste ici, Particle Properties, et on en a un certain nombre. Il y en a que j'ai nommé correctement, d'autres pas correctement. Donc, lui, par exemple, c'est sapin. Donc en gros, j'ai un système de scattering pour les sapins, un système pour l'herbe, un système pour les cailloux, un système pour les feuilles, un système pour les bushes, donc pour les comment on appelle ça? Les buissons, voilà, les buissons en français. Donc si je vais dans Image Editor, je vais pouvoir récupérer, si je vais juste ici, Final Canada, tac, hop là. Voilà, comme ça j'ai mon rendu en direct et je vais pouvoir un petit peu vous expliquer les étapes principales de celui-ci. Tac. Donc voilà ce qu'on a. Plus ça éveille, plus je préfère ces couleurs comparées à ce que j'ai fait en dernier. Mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait, c'est posté sur les réseaux sociaux. Alors, la route. La route, c'est pas compliqué, je suis parti d'une curve. Une curve que j'ai gardée tout le long du process. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, déjà, pourquoi travailler avec une curve? Parce que c'est beaucoup plus souple comme mesh et beaucoup plus simple en termes de modification. Donc là, j'avais écrasé, j'avais converti les modifiers, parce que pour tout ce qui est gestion des UV ou autre, c'est quand même plus simple de travailler sur un mesh que sur une curve, mais j'aurais pu garder un doublon de l'ancien objet, ça aurait été beaucoup plus pratique. L'avantage, c'est que quand on travaille avec des curves, je peux bouger en temps réel la taille de celle-ci, la route va s'adapter, le focus de la caméra, bon c'est pas très grave, mais le focus bug un petit peu. La route va s'adapter automatiquement. Je peux également réutiliser cette curve pour tous les éléments qu'il y a sur le côté. En l'occurrence, là, c'était les glissières de sécurité. Donc voilà, tout ça, je vais pouvoir le changer en temps réel grâce à l'utilisation des curves. Comment ça fonctionne? J'ai juste à rajouter une curve, donc Shift A, c'est un type d'objet, curve, et automatiquement, quand j'ai une curve, j'ai une option qui va m'intéresser, qui m'a été beaucoup utile pour la génération de cette route. Si je vais ici dans l'Object Data Properties qui a une forme de curve, j'ai quelque chose qui s'appelle Extrusion, qui est présent juste ici, Extrude, et qui permet, vous voyez, de rajouter une épaisseur à la curve. Alors par défaut, il le fait à la verticale, c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux quelque chose d'horizontal. Donc juste à passer en mode édition, tout sélectionner et faire un tilt. Alors comment je fais un tilt? Vous pouvez retrouver les options la plupart du temps si vous faites F3, tilt, et là on va voir le tilt de la curve qui est CTRL-T. Comme vous connaissez le raccourci clavier, c'est quand même plus simple. CTRL-T, je peux taper 90, et là ça me fait bien une rotation, un tilt de ma curve. Et là l'avantage c'est quoi? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Rien ne m'empêche de faire une extrusion. Alors déjà je peux changer un petit peu, hop là, un petit peu la forme de mon objet. Je peux faire une extrusion, je peux faire une rotation, je peux refaire une extrusion. Vous voyez, en temps réel, tout va s'adapter. Donc c'est quand même très pratique pour faire des circuits,
des routes d'une manière plus globale, plein d'éléments. L'avantage, c'est que derrière, il y a une curve. Donc je peux dupliquer cette curve et la garder pour faire d'autres éléments qui vont alimenter un petit peu mon image et qui vont suivre la route, justement. Donc c'est le cas de ceci, des glissières de sécurité. Là, comment j'ai fait? J'ai tout simplement dupliqué les curves. J'en ai par exemple une qui est juste là. Donc vous voyez que là, c'est bien une curve. Si je passe en mode édition, j'ai bien des points de contrôle de curve. Et rien ne m'empêche du coup de changer en temps réel la forme de celle-ci. Et les éléments, que ce soit du coup les petits piliers qu'il y a ici ou la glissière de sécurité, va s'adapter en temps réel. Alors là, ce serait un peu lourd si je le fais parce que j'ai quand même beaucoup de duplication d'objets. Mais c'est comme ça que je l'ai réalisé. Et vous voyez que ça suit parfaitement la courbe. Alors comment ça fonctionne? Une fois que j'ai la courbe, il me suffit d'avoir un objet. En l'occurrence là, c'est un bout de la glissière. Hein. À la base, ça ressemble uniquement à ceci. Et cet élément-là, je vais en faire un petit peu en mélangeant plein de modifiers avec un ordre très précis pour pouvoir obtenir le résultat que j'ai sous les yeux. Donc j'ai d'abord une subdivision pour adoucir un petit peu mon objet. J'ai ensuite un solidify pour ajouter une épaisseur. J'ai ensuite un array pour le dupliquer un certain nombre de fois. Et j'ai un curve pour qu'il suive la curve. Si je regarde en temps réel au cas par cas ce que ça donne, voilà ce que j'ai. Donc dans un premier temps, j'ai ceci. J'ai un élément qui est entièrement plat et qui n'est pas subdivisé. Du coup, ça a été très rapide à modéliser. J'ai un nombre de points très réduit. Le subdivision permet d'adoucir la forme. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui commence à ressembler un petit peu plus à une glissière de sécurité. J'ai du solidify qui va rajouter une épaisseur. Donc ça, c'est assez important, hein, notamment si on voit la tranche de l'objet. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais pour avoir des meilleures ombres, pas quelque chose de très plat. Également, pour éviter de voir à travers certaines faces, des fois avec le backface culling, on peut ou non voir à travers en fonction de la manière dont vous gérez cela. On a le array qui permet de faire un certain nombre de subdivisions, et le dernier qui est le curve, qui permet d'indiquer à Blender de suivre la curve. Alors c'est très important de le faire dans ce sens-là, pourquoi? Parce que si je mets par exemple mon array après la curve, eh bien, il va faire suivre mon objet le long de la courbe, et ensuite il va le dupliquer. Donc au bout d'un moment, on va sortir carrément de ce qui était présent. C'est pas comme ça c'est pas comme ça que je vous conseille de travailler, sinon vous allez avoir des soucis. Donc toujours réfléchir de la même manière que Blender va interpréter ses modifiers. C'est-à-dire, il fait ça de manière séquentielle. D'abord le subdivision, ensuite le solidify, ensuite le ray, et ensuite le curve. Donc c'est très important. Donc, ça c'était pour tout ce qui est génération de routes et de glissières de sécurité. Ensuite, pour tout ce qui est végétation. Tout ce qui est végétation, comme je vous l'ai dit, c'est un système de scattering. Alors, système de scattering, j'ai une surface, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec un certain nombre d'éléments. Si je regarde par exemple mes bushes, je peux les afficher. Voilà, donc ça, ce sont les sortes de petits éléments décoratifs le long de la route qui va venir rajouter un petit peu de détails. Par défaut, j'avais mis que de l'herbe et des petits gravillons. C'était pas fou. On voyait que ça manquait un petit peu en termes de densité. Ça faisait pas vraiment naturel. Alors que là, on a vraiment une sorte... Le but, c'était d'avoir une sorte de transition entre la forêt, un petit peu des feuilles sur le bord, de l'herbe, des buissons, du rocher et ensuite l'asphalte de la route. Ça marche, je trouve, assez bien. J'ai essayé de faire en sorte que ça mange un petit peu sur la route pour que ça donne un côté un petit peu plus sauvage, que ce soit à la fois les végétations ou même ici des éléments de goudron qui passeraient par-dessus. Oui, on a de l'herbe également qui arrive là. Alors, du coup, ça passe un petit peu à travers certains éléments. Hein. J'ai essayé d'ajuster, mais c'est pas pixel perfect. Il y a quelques erreurs à ce niveau-là qui auraient pu être améliorées. Mais bon, c'est pas très grave. Le but, c'était aussi d'obtenir un résultat assez rapidement sans passer à 10 sessions de 2 heures. Sinon, ça aurait été beaucoup plus long. On aurait eu un résultat beaucoup plus qualitatif. Mais bon, ça aurait été un petit peu long à mettre en place. Donc, une fois que j'ai ceci, comment ça fonctionne? Là, en fait, sur ma surface, je vais pouvoir peindre des zones. Attendez, je vais juste masquer ce cube. Je vous expliquerai à la fin à quoi ça sert. Je veux masquer des zones. Pourquoi? Parce que, par défaut, Blender, il va me le projeter sur l'intégralité de la surface. En gros, voilà comment ça marche. Si je prends un plan, tac, j'agrandis un petit peu son échelle, CTRL Scale. Là, je peux créer un nouveau système de particules. Je vous montre un petit peu le process très rapidement, de type R. Je peux lui indiquer qu'en termes de rendu, il va chercher un objet. L'objet, je vais venir sélectionner, par exemple, feuille, tac, celui-là. Voilà, là vous voyez, j'ai plein de petits buissons qui apparaissent. Je peux augmenter un petit peu l'échelle. Je peux mettre du scale randomness si je veux une échelle aléatoire, pardon, et très important. Si je veux faire des rotations aléatoires, parce que c'est ça qui va donner aussi
un petit peu du vivant et du réalisme, parce que là, ils sont tous orientés de la même manière, c'est pas bon. Donc je peux cliquer sur Advanced, par défaut, c'est pas une option qui est cochée, donc c'est très important de le cocher. Advanced, Rotation, et là je peux rajouter un petit peu d'aléatoire sur la phase et randomiser celle-ci. Et là, vous voyez, j'ai bien des buissons distribués de manière aléatoire sur ma surface. Mais, plein de petites choses que je peux un petit peu modifier, notamment la distribution de celui-ci de manière manuelle. Imaginons que je veuille uniquement, si je reprends le cas de ma route, des buissons au milieu, ou à l'opposé, enlever des buissons uniquement au milieu de ma surface. Ben, je vais utiliser ce qu'on appelle du weight painting. Alors, pour ce faire, je vais juste désactiver l'affichage dans la vue 3D, je le réactiverai juste après. Je prends mon weight painting, je vais tracer une route au milieu. Alors là, il ne me le permet pas. Pourquoi? Parce que le weight painting, c'est un poids qui va être assigné, donc un vertex group, juste ici, défini sur des points. Donc pour ce faire, je suis obligé de subdiviser un certain nombre de fois ma surface. Alors on ne va pas non plus abuser de la densité, en sachant que plus vous allez avoir de densité, et plus vous allez pouvoir être précis dans la peinture. Mais si c'est juste pour faire une simple route, pas besoin non plus d'avoir une précision extrême sur ma peinture. Alors soit je fais une peinture à la main comme ceci, soit il y a possibilité, en haut, d'avoir quelque chose de type line et qui va me permettre, vous voyez, de tracer une ligne et automatiquement, il va me faire un trait. Donc là, je pourrais très bien faire une sorte de croisement. J'ai mon groupe qui s'appelle groupe, je vais l'appeler groupe density, comme ça on se souvient que c'est ce groupe-là. Ça, je vous le conseille également de bien renommer au fur et à mesure, sinon vous allez facilement vous y perdre. Et ensuite, si je retourne dans mon système de particules, je peux l'afficher tout en bas. Dans le vertex group, on a la densité. Donc je vais le sélectionner. Là, vous voyez que déjà, ça commence à fonctionner. Et ensuite, on a la length, c'est-à-dire que si je sélectionne également ceci, quand on va s'approcher de l'extérieur de mon weight painting, vu qu'il a fait un petit dégradé, on peut le voir ici, vous voyez, on ne passe pas du rouge au bleu, on a un petit dégradé. Mais petit à petit, on va avoir la taille de mes éléments qui va diminuer. Alors c'est ce qu'on utilise également en grooming, si on veut faire des petites transitions de cheveux ou autre. C'est assez intéressant. Donc là, ça rame un petit peu dans la vue 3D. On peut optimiser de plusieurs méthodes. Soit je lui dis de ne pas tout m'afficher dans le viewport, en baissant un petit peu cette amount-là. Et quand je vais faire le rendu, ça va switcher automatiquement sur la quantité à 100%. Soit je peux tout simplement baisser un petit peu le nombre dans l'émission. Donc je vais mettre 150. Voilà. Je peux également, tant que j'y suis, je vous montre inverser les groupes qu'il y avait en haut. Comme ça, je peux peindre soit les zones à inclure les éléments, soit les zones à exclure. Donc deux méthodologies. Et si je veux rajouter, parce que là, bon, j'ai des particules, mais je n'en ai pas suffisamment. Si je veux en rajouter un petit peu plus, tout en restant optimisé avec un système d'instances, je peux rajouter des children, mettre en interpolation. Et là, vous allez voir que ça rame un petit peu moins, alors que j'ai beaucoup plus d'instances que tout à l'heure, parce que là, il va les interpoler. Donc si je mets 3, peut-être pas assez, allez, si je mets 5, et on a des interpolations sur ma surface. Et voilà ce que j'ai. Ça pourrait donner ceci. Alors l'interpolation, il y en a de deux types. On a soit le interpolated, soit le simple. Le interpolated, c'est quoi? C'est si j'ai deux particules, deux éléments, il va interpoler entre ces deux de manière à peu près uniforme, alors que le simple, c'est autour de chaque particule, il va faire un rayon sur lequel il va mettre des éléments. Donc c'est deux méthodologies vraiment très différentes. Vous voyez, du coup là, on va pouvoir gérer le rayon autour de laquelle il va mettre des particules. On voit très bien le comportement. Hein. Si on se met là, on a des sortes d'amas de particules, et si j'augmente un petit peu le radius qui est juste là, j'ai mes éléments qui s'éloignent. Alors l'inconvénient, c'est que si j'éloigne trop mes éléments, on perd un petit peu ce que j'avais peint au début. Là, on va sortir des frontières définies par mon weight painting, chose que ne fait pas l'interpolated, parce que lui, il ne fait pas de rayon autour de l'objet. Donc c'est également pratique. Ok? Donc voilà comment j'ai réalisé cette partie-là. Tac. Et j'ai fait ça du coup, à la fois pour les bushes sur le côté, pour les feuilles sous les arbres. Alors c'est un petit détail, il y en a même beaucoup, j'aurais pas dû aller aussi loin. Hein. C'est un petit détail, mais ça vient permettre de rajouter, vous voyez ici, des petites pics de lumière qui sont récupérés par les feuilles. Et je trouvais ça assez sympa. Pareil juste là, ça rajoute un petit peu de variation aussi en termes de colorimétrie, donc ça c'est cool je trouve. J'avais des cailloux sur le bord de la route, donc là pareil, je les ai pas tous affichés. J'ai utilisé du coup le système, je suppose. Alors j'en ai pas beaucoup en fait, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je pensais que j'en avais un petit peu plus que ça. J'ai même pas d'interpolation. Bon, ça vient rajouter un petit peu des détails sur le bord de la route, notamment ici. J'ai peut-être mis de deux sortes.
d'ailleurs. Il me semble que je l'avais mis à 2 endroits. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, plein de petits cailloux sur le bord de la route. Qui rendent assez sympa, ça m'a rajouté un petit peu des variations de lumière. Ça m'étonne que j'ai pas... Ah si, 1%, pardon. Ah oui, 1%. Il me semblait bien d'avoir mis plus. Ça semblait bien d'avoir mis plus. Bon, bref. Ça m'a rajouté des petites... Ah non, quoique cailloux. Ah, 5%, voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez, si j'en rajoute beaucoup, vous allez voir que ma caméra et tout va commencer à bugger parce que ça demande quand même énormément de ressources de calculer tout ça en temps réel. C'est pour ça que la plupart du temps, on baisse un petit peu la valeur qui est ici. Donc les cailloux, pareil, tout simple. Comment j'ai fait le caillou? C'est juste une icosphère avec un random sur le matériau. Alors comment ça marche? Ça aussi c'est assez intéressant, je trouve, à montrer. Tac, si je passe en vue rendu ici, j'espère qu'il ne va pas tout me compiler. Non, ça a l'air bon. Si je mets, par exemple, un nombre de cailloux un petit peu plus élevé, je vais mettre à 25%. Tac. Vous voyez que j'ai des petites variations dans les couleurs et tout ceci, c'est géré dans mon shader. Si je sélectionne le shader du caillou, alors je vais juste récupérer dans mon outliner en espérant que je l'ai bien nommé. Gravier, voilà, parfait. Vous voyez, j'ai fait un object info avec un random. Donc là, ça va tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1 sur chaque particule. Et du coup, chaque particule va avoir une couleur différente, allant du noir que j'ai ici au gris un petit peu foncé que j'ai juste là. Et je mets ça de la base color. Et ça veut dire que si je prends plusieurs cailloux, individuellement, chacun, il va avoir une couleur différente. Je me mets à 50%. Vous voyez qu'on a des petites variations. Alors c'est très léger, hein. C'est très léger, mais ça permet de rajouter de la variation, chose qu'on n'a pas par défaut si on met quelque chose de totalement uni. Alors je peux vous montrer ça un petit peu plus en détail. Si vous voulez, ce sera plus explicite si je sélectionne un gravier. Si je mets celui-là rouge, vous voyez, j'ai bien des petites variations. Ça donne un effet sympa aussi. Alors pour faire des feuilles par terre, pour faire... globalement, il faut se dire que si on veut rajouter un petit peu de réalisme, quand on a beaucoup d'éléments dans une scène qui sont propagés, diffusés, qui vont être soumis à la scatorisation, ça va pour les arbres, ça va pour les feuilles, ça va pour les cailloux, ça va pour de l'herbe, on rajoute un petit peu d'aléatoire, au moins dans la base color. Dans la vraie vie, si vous prenez en photo une forêt, c'est très rare, voire impossible, que deux arbres aient exactement pile la même couleur. Donc là, c'est ce qu'on essaie de simuler un petit peu avec du randomness. Et vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste d'avoir un object info avec du random qui est aléatoire par défaut et un color ramp permet de rajouter différentes interprétations. Alors rien ne m'empêche de rajouter une troisième couleur. Si je veux des cailloux blancs au milieu, vous voyez, je mets un gris clair et du coup là j'aurai des cailloux beaucoup plus clairs par-ci par-là. Donc en plus de ça, la méthode pour rajouter des couleurs aléatoires est très souple. Une fois que j'ai ce système-là, je peux rajouter autant de couleurs que je souhaite. Vous voyez ici, je pourrais mettre du bleu et j'aurai des cailloux bleus à droite à gauche. Donc c'est quand même très intuitif et très rapide. Donc ça, c'est l'avantage. Et ensuite, j'ai fait exactement la même chose pour l'herbe et pour les sapins. Alors les sapins, j'ai pas voulu trop m'embêter en termes de composition d'image. C'est-à-dire que si on retourne dans mon image editor, vous voyez qu'au fond, j'ai une sorte de forêt qui fait face à nous. Alors, c'était tout simplement par manque de temps, hein. On aurait pu travailler le truc un petit peu plus pour faire un décor avec un peu plus vallonné, des collines à droite, à gauche, etc. Là, c'est vraiment un plane que j'ai un petit peu modifié, que j'ai élevé sur le haut, et lui, il a un système de particules avec, pareil, plein d'arbres. Tac! Beaucoup trop même. Il y en a énormément. Voilà, si je me mets à 100%, vous allez voir qu'on a beaucoup de sapins. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça permet de combler un petit peu l'image. Souvent, je vois des gens, notamment sur le Discord avec le challenge hebdo, qui ont un petit peu de difficulté à finaliser leurs images parce que là, en fond, beaucoup de personnes vont mettre des images HDRI par exemple. Alors l'inconvénient de finir une image, un rendu par une image trouvée sur internet ou autre, c'est qu'il va y avoir plein de différences entre la 3D et la 2D. Donc c'est ce qu'on essaie d'éviter. C'est un petit peu l'équivalent du matte painting qu'on fait des fois dans des productions, où le but c'est de matcher au maximum avec l'image de base. Sinon, ça se voit et c'est pas très joli. Alors comment ça peut se voir? Ça peut se voir si on n'a pas la même colorimétrie. Imaginons que là, j'ai quelque chose avec des tons très chauds, qui tendent un petit peu vers le jaune, et en fond, j'ai une forêt ultra verte. On va se dire, ouais, ça a été rajouté, c'est pas top. Il peut y avoir une différence de résolution, ça c'est le pire. C'est-à-dire que si votre rendu, il est en 1080 et que derrière, vous avez un truc tout dégueulasse en 512, on va se dire, ouais, c'est bizarre, ça aussi, ça a été rajouté, il y a vraiment un mismatch. Il peut y avoir également des soucis d'incrustation. Vous voyez, là, on a une sorte
ce qu'on appelle du mist, donc de la profondeur, une sorte de brouillard d'atmosphère, qui est assez sympa, qui va venir récupérer un petit peu de lumière. Et du coup, on a vraiment la sensation que tout ça, c'est une même scène, que c'est bien intégré. Là, c'est le cas parce que tout est géré en 3D. Si vous avez une sorte de matte painting en fond, il va falloir faire un travail en compositing pour l'intégrer. Ça, il y a plusieurs méthodes. Soit on utilise une passe de profondeur, une passe de depth, de Z, soit on utilise du volumétrique, comme j'ai fait ici. Donc ce volumétrique, c'est quoi? C'est tout simplement un cube. Donc c'est celui que j'ai masqué tout à l'heure. Je peux le retrouver normalement juste ici. Tac. Ça va être un cube avec un shader spécifique. Ce shader, c'est quoi? C'est tout simplement une absorption. Donc qui dit absorption dit volumétrique. Si je vais dans le shader editor, voilà ce que j'ai. J'ai un Musgrave multiplié à une valeur très faible, pour avoir quelque chose de très peu dense, un principal volume et un volume. Et ça fait quoi? Mais ça va permettre de rajouter un effet d'atmosphère de profondeur, dans un premier temps, et également d'absorber un petit peu la lumière. Donc là, vous voyez, le Musgrave, on le voit très bien là sur cette image, on a des petites variations. Vous voyez ces petites variations là, dans ma densité? C'est le Musgrave qui le donne. Je l'ai multiplié une valeur très faible, comme ça j'ai quelque chose quand même qui va absorber la lumière en étant raisonnable. Et si je passe en vue caméra avec 0, vous allez voir ce que ça donne. Plus on a quelque chose qui est dans la profondeur de mon image, et plus celui-ci va subir une sorte de voile opaque par-dessus. Donc ça, c'est le but du Principal Volume, et le Musgrave permet juste de rajouter des variations à ce niveau-là. Ok? On le voit très bien sans rendu. Hein. Donc tout ceci, c'est également compatible avec le soleil qui fait mal aux yeux. J'ai utilisé un Sky Texture de base, global, pas d'image HDRI, Sky Texture Nishita. J'ai baissé un petit peu le Sun Elevation pour avoir une sorte de lever ou de coucher de soleil. Et du coup, vu que la lumière est quand même très jaune, mon Principal Volume va absorber cette lumière-là et la rendre également un petit peu jaune-orangé pour obtenir les tons qu'on a dans l'image finale. Et ça, c'est vraiment cool. On a également l'anisotropie qui me permet d'absorber de manière un petit peu différente ma lumière. Plus je vais la baisser, plus vous allez voir que ça va accentuer la lumière jusqu'au moment où on a carrément la réflexion du soleil dans mon volume, donc c'est pas très réaliste. Moi je l'avais mis à moins 0,3, c'était à peu près le bon compromis je trouve. Si vous voulez accentuer aussi ceci, vous pouvez changer tout simplement la couleur du volume. Là j'aurais pu mettre un volume un petit peu plus jaune, je peux mettre un volume bleu si j'ai envie, ça n'aurait aucun rapport avec ce que je vais donner dans mon image, mais ça fonctionnerait. Et du coup, on a le rendu final qui est ici. Donc ça, c'est le rendu sans compositing. Vous voyez, on a tous les éléments. Ce que je vous conseille également en termes de processus, parce que souvent, il y en a plein qui font des petites erreurs à ce niveau-là. Quand vous n'êtes pas sûr de vos rendus dans un premier temps, il vous faut baisser la résolution et les samples. Ça se passe où? Ça se passe ici, en termes de samples, c'est ici, en termes de résolution. Si vous savez que votre objectif final, c'est comme moi, 1600 par 1080, par exemple, vous pouvez laisser ces valeurs-là. Pour un rendu test, vous baissez le pourcentage, vous mettez par exemple à 30%. Vous faites un premier rendu, vous dites ok, le lighting a l'air bon, les éléments sont bien placés, je pousse à 50%. Ok, ça a l'air bon pareil, et là, je passe ensuite à 100% si on est ok avec le truc. Au fur et à mesure, on peut également augmenter le nombre de samples. Donc les samples, c'est quoi? C'est le nombre de calculs d'itération qu'il va y avoir avant que Blender passe au bucket suivant, ou si on est en GPU, vu qu'on va calculer l'intégralité de l'image la plupart du temps, avant de finaliser l'image. Donc il faudra que je fasse une vidéo là-dessus parce qu'il y a plein de choses à optimiser. Et depuis quelques versions, on n'a plus d'adaptive sampling, on a plein d'éléments qui ont disparu, donc il faut bien savoir gérer tout ça. En gros, on a une limite qui peut indiquer à Blender d'arrêter un rendu, qui peut être à 3 niveaux. Soit c'est une limite de noise, soit c'est une limite de samples, soit c'est une limite de temps, tout simplement. Si une de ces 3 conditions est atteinte, Blender arrête le rendu. On peut désactiver le noise threshold par exemple, on peut augmenter le nombre de samples, jouer avec le time limit. Là vous voyez, je savais que pour la vidéo j'avais 15 minutes le temps que je prépare un petit peu tout pour faire un rendu, mais j'ai juste mis 15 minutes. Le nombre de samples et le noise threshold n'étaient pas respectés, mais vu qu'on a atteint les 15 minutes, Blender, il a dit ok, le rendu est terminé. Donc quand vous faites des tests, rien ne vous empêche ici de mettre 1 minute, comme ça vous faites un rendu, vous savez que ça prend maximum 1 minute et vous avez le résultat. Et petit à petit, comme ça, vous pouvez avancer sur quelque chose de plus en plus défini. Vous pouvez même faire votre compositing. Et quand tout est finalisé, vous lancez un rendu un petit peu plus poussé en augmentant les paramétrages. Pareil, en termes de light pass. Donc ça va être le nombre de rebonds en fonction des différents éléments, la diffuse, la glossy, la transmission, le volume. Et ça va rajouter également énormément en réalisme. Donc ça va participer à la GI, donc la Global Illumination. C'est une sorte d'illumination de proximité en fonction des objets. Et là, vu que moi, j'ai pas du tout géré les calques de rendu, les layers en isolant des éléments, bah, c'était beaucoup plus simple.
Ce qui est un petit peu compliqué, c'est quand vous découpez votre scène en plusieurs calques, que vous devez calculer les éléments qui ne sont pas présents physiquement sur le calque, mais qui vont avoir un impact sur celui-ci. Par exemple, si là, mes panneaux, je les enlève de mon rendu, je veux bien l'ombre des panneaux. Donc je vais dire à Blender, tu me rends pas les panneaux sur le calque, mais tu me projettes l'ombre. Donc après, il y a vraiment un travail en termes de layering qui est encore autre chose. Hein. On pourrait en parler très longtemps. Mais là, c'est dans des scènes un petit peu plus complexes, et souvent quand vous travaillez à plusieurs, il y a quelqu'un qui est responsable de la modélisation, ensuite du lighting, du rendu, du compositing. Donc c'est pour vraiment pour permettre d'homogénéiser un petit peu les process et de rendre la tâche plus facile pour tout le monde. Ok. En ce qui concerne justement le compositing, alors là, ça a été les choses un petit peu difficiles. Je vous avoue qu'au début, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Pourquoi il m'a enlevé le compositing là? Je n'ai pas relancé en rendu, j'espère qu'il va arriver à me le recalculer. Sinon ça va pas me plaire, je vais devoir tout relancer. Voilà, tac. Le compositing ça a été compliqué. Au début, je voulais faire un rendu qui ressemblait, je vous montre, à ceci. Donc dans des tons très rouges, pour changer un petit peu de ce que je fais habituellement. Bon, je trouvais ça sympa. Les gens sur le chat n'étaient pas forcément convaincus, voire pas du tout. Donc ensuite j'ai refait un autre compositing qui n'avait rien à voir et qui était vraiment sur des tons très très clairs et qui ressemble à ceci. Donc beaucoup plus verdâtre, beaucoup plus en fait une autre saison carrément. J'ai fait exprès d'accentuer un petit peu les deux valeurs, ensuite j'avais réglé. Puis je me suis dit bon, il y en a qui préfèrent celui-ci, il y en a qui préfèrent l'autre, trouvons un entre-deux. Donc au final, j'ai réalisé quelque chose qui ressemble à ça. Donc là vous allez voir on a un mélange des deux, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce mélange. Ce mélange je l'ai fait tout simplement avec un masque. Tout est géré en compositing dans Blender. Hein. Voilà, dans un masque qui vient mélanger un petit peu les deux rendus. Alors, comment il est mélangé? Si vous remarquez, on a deux informations sur l'image. On a d'abord un endroit un petit peu plus vert juste ici. Et dans les extérieurs, quelque chose d'un petit peu plus chaud, un petit peu plus désaturé également, et qui tend vers le rouge. Donc, c'est tout simplement les deux choses que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc, comment j'ai mélangé ça? Ben, tout simplement avec une ellipse. Donc, par défaut, elle est totalement brute. Je l'ai allongée un petit peu en hauteur pour rappeler le mouvement de la route. Ça, c'est un choix artistique contestable, hein, mais voilà, c'est comme ça que je voulais faire le truc. Et ensuite, pour étaler un petit peu cet élément-là, j'ai rajouté tout simplement du blur. Et le blur, ça vient faire ceci. Donc, on conserve un petit peu la proportion plus en hauteur de mon masque, mais on vient étaler. Et là, comment ça fonctionne? Vu que j'ai un alpha over avec un factor, c'est exactement de la même manière quand on fait du shader. Quand c'est blanc, je prends le premier nœud. Quand c'est noir, je prends le second nœud. Quand c'est gris, je mélange un petit peu les deux en fonction de la valeur là. Et du coup, ça me permet d'obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Alors, la coloration colorimétrique, tout le traitement que j'ai fait sur les deux éléments avant de les assembler, il est relativement similaire en termes de nœuds, c'est juste que j'ai fait des choix différents. Par exemple, là, je suis beaucoup plus parti sur des tons un petit peu plus rouges, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Du glaire pour ajouter un flou lumineux. On le voit notamment ici sur le panneau. Ouais, vous voyez qu'autour on a un léger flou lumineux, un glow en fait, un fog glow, ouais, qui rajoute un petit peu d'éclairage ambiant. Donc moi j'aimais bien. Le denoise bien évidemment. Alors le denoise c'est très important de savoir à quel moment vous allez le traiter. Un petit peu comme le stack de modifieurs. Si vous mettez le denoise en entrée, tous les traitements qu'il y a après vont être basés sur le denoise, donc sur une image qui a déjà perdu de l'information, parce que le denoise vient bouffer pas mal d'éléments quand même, vu qu'il vient enlever le bruit, le grain. Donc globalement, moi, les seuls éléments que je mets après le denoise, c'est soit des sortes de déformations, parce que je ne veux pas le faire sur quelque chose avec du grain, quoique ça marcherait également dans l'autre sens, soit la composition finale de l'image. J'aurais très bien pu faire mon alpha over ici et mettre mon denoise juste après. Mais vu qu'au début, j'étais parti pour faire qu'une seule color correction, voilà comment ça s'est tourné. Alors là, pour exemple, j'avais fait exprès de mettre le denoise en entrée et ça avait bien marché également. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on essaie de le faire à la fin. Comme ça, je fais tout mon traitement sur une image brute et à la fin, je compile tout ça avec du denoise. Donc là, pareil, j'ai changé un petit peu en color balance les différents éléments en termes de lift, gamma et gain. Ce nœud-là, il est très important parce qu'il permet de bouger pas mal de choses. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'accentuer un petit peu les différents éléments et ensuite, je viens jouer avec le factor. Ok? C'est-à-dire que, je peux vous montrer très rapidement comment ça marche. Donc par défaut, si je mets ça à 100%, voilà ce que j'ai. C'est beaucoup trop accentué. Donc une fois que j'ai ceci, je viens baisser un petit peu le factor, de manière à avoir quelque chose qui correspond un petit peu plus à ce que je veux obtenir comme résultat. Donc de base, le traitement permet de donner une intention, et le factor permet d'alléger cette intention-là.
Donc c'est quelque chose qui est, c'est la méthodologie que j'utilise en général. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Comme ça, on a l'intention de base et le factor permet d'ajuster. C'est une sorte de taux de mélange en fait pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc je change un petit peu la saturation, la luminosité, l'exposition, très important. Souvent, alors ça dépend des gens, mais quand vous allez faire du lighting et du rendu, vous allez avoir tendance à soit surexposer, soit sous-exposer vos rendus. Moi, je préfère sous-exposer. Comme ça, j'ai pas de choses qui sont cramées, j'ai toutes les informations sur mon image. Et ensuite, j'augmente un petit peu l'exposition. L'inconvénient de surexposer, c'est quoi? C'est que si vous surexposez votre image, vous allez avoir ce qu'on appelle des zones cramées. Donc on va clamper sur certaines valeurs. Ça fait une demi-heure que je parle déjà. Par exemple du blanc, quand ça crame trop. Et là, vous avez beau jouer après avec l'exposition, quelque chose qui était blanc pur à la base, vous n'allez pas pouvoir retrouver d'informations. Alors que si vous sous-exposez, vous avez toutes les informations, et ensuite vous pouvez rajouter un petit peu plus de détails. Et du coup, je pense que c'est à peu près tout pour obtenir le rendu que vous avez sous les yeux. Alors, vous pouvez me dire hein, lequel vous préférez. Je vais vous afficher les deux sur le côté. Est-ce que vous préférez plutôt celui-ci ou en fait, moi, plus je le vois et plus... Alors ça, c'était une ref que j'avais trouvée. Est-ce que vous préférez plus celui-ci ou celui-là? Alors moi, plus ça y va et plus je préfère celui d'en haut en fait. Ça tombe mal, c'est pas celui que j'ai mis sur les réseaux. Moi j'ai mis celui d'en bas, je trouvais que les couleurs rendaient mieux, mais en fait non. En fait non, celui d'en haut est beaucoup mieux. Alors là, faut pas faire attention à la compression, parce que je l'ai retéléchargé d'Instagram. Alors ça m'a fait un petit peu n'importe quoi sur l'image. Mais voilà, en fait je préférais largement celui d'en haut. Je pense que je vais le reposter. Je vais peut-être le reposter. Bon en tout cas, j'espère que vous avez tenu la demi-heure. Il y avait plein de petites informations, de petites astuces pour vous aider à faire des décors, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se mettre à mettre des décors, à faire des décors, pardon, et qui savent pas forcément par où commencer. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est plein de petites choses à connaître. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que pour faire ce genre d'image, il faut être un petit peu généraliste. C'est-à-dire que vous faut faire la modé, le rendu et le compositing, entre autres, et le surfacing. Donc c'est vrai que j'ai pas trop parlé des shaders, mais globalement, bon, mis à part la route, hein, que j'ai fait en full procédural, le reste c'était des shaders assez basiques. Vous voyez la route, si je vous montre un petit peu le shader. Alors, ligne jaune, ah oui c'est vrai que j'avais fait des groupes, tac, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça peut paraître compliqué, mais c'est du Musgrave mélangé à du Voronoi, mélangé à des noise, mélangé à plein de trucs pour obtenir ceci. Alors peut-être qu'avec Eevee on verra un petit peu plus les détails, vu qu'on aura l'éclairage global qui va se mettre en place. Voilà ce qu'on avait. Alors j'ai fait exprès de mettre des points blancs très marqués sur la route pour les retrouver en spec à droite à gauche. Ok. Bon, globalement, vous voyez, c'est pas très compliqué d'obtenir un rendu comme vous avez ici. Comme je vous ai dit, ça devient complexe parce que vous avez plein de choses à connaître, mais c'est pas impossible. Hein. Donc n'hésitez pas, commencez par des petits décors un petit peu simples. Restez dans des biomes que vous connaissez bien, comme ça vous avez des rêves, par exemple, je sais pas, si vous voulez faire un désert, regardez bien des références de désert pour savoir comment c'est fait. Au début, il va y avoir peut-être des ratés, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à poster vos travaux sur mon Discord qui est présent dans la description. Si vous avez besoin d'aide un petit peu ou de conseils, il y a beaucoup de personnes qui réagissent, donc c'est vraiment cool, toujours dans une perspective d'évolution. Donc ça, c'est assez top, je trouve. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous aimez bien le format, où je pars d'un truc finalisé que je vous explique un petit peu pas à pas, je peux en faire un petit peu plus souvent. L'objectif aussi, ce serait plus tard de faire une sorte de suite de vidéos où on fait tout ça ensemble de A à Z. Alors pas forcément ce décor, mais pourquoi pas notre décor. Et on fait tout. C'est-à-dire qu'on part du début, on part d'une scène vierge, et ce sera du coup peut-être 4, 5, 6, 8, 10 vidéos, je sais pas encore, pour obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Alors ce sera pas exactement ce décor, hein, ça en sera un autre, mais voilà. Ok? Bonne journée à tous, bonne soirée, bonne semaine, je sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.